Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, l'émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Aujourd'hui, on va s'intéresser au secteur des fintech qui est très dynamique sur le continent africain. Avec deux entrepreneurs, Christophe et Yves, bonjour à tous les deux. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. On va présenter en quelques mots ce que vous faites. Donc vous êtes dans l'univers des fintech, les technologies dans le domaine financier qui révolutionnent beaucoup d'usages. En quelques mots, Aline, c'est quoi? Je vais peut-être commencer. Alors Aline, c'est une start-up qui se propose de mettre sur le marché en fait, des solutions digitales pour rendre l'expérience d'achat des consommateurs africains plus agréable. Donc, de façon plus simple, on va mettre en fait des fonctionnalités, des produits donc, sur les applications mobiles à l'endroit des consommateurs africains pour que, au moment d'acheter, ce soit en fait un sentiment agréable, tout simplement. Par exemple, parce que c'est pas agréable d'acheter en ce moment? Alors oui, c'est effectivement agréable, mais il faut bien voir que c'est l'acte d'achat, le parcours du consommateur qu'on essaie d'améliorer. Acheter, c'est toujours intéressant, ça réveille des choses dans notre cerveau et il y a des neurologues qui travaillent très bien dessus et qui montrent qu'effectivement c'est très agréable. Par contre, le parcours d'achat, il peut être semé d'embûches. Par exemple, une embûche que vous avez identifiée. Alors, par exemple, une embûche très concrètement, quand vous êtes dans des pays comme la Côte d'Ivoire, si vous êtes au Gabon ou au Cameroun, dans beaucoup de pays qui utilisent notamment le franc CFA, vous avez la problématique de la petite monnaie. Le problème de la petite monnaie, c'est quoi? C'est que vous allez chez un commerçant, vous avez un billet, et vous achetez un article, et pour la petite monnaie qu'il doit vous rendre, les problèmes commencent. Voilà. Parce qu'il n'y a pas assez de petite monnaie? Parce qu'il n'y a pas assez de petite monnaie. Ou ça fait plein de pièces ou plein de billets Alors dans cette zone-là, CFA, c'est un endroit où il n'y a pas assez de petites monnaies. Pour le coup, et du coup le commerçant n'a pas de quoi vous rendre la monnaie. Donc vous êtes obligé d'acheter plus ou alors vous repartez frustré. Exactement. Et donc votre solution, qu'est-ce qu'elle propose? Alors en fait, notre solution, on a lancé une application qui s'appelle Aline et une première fonctionnalité qui s'appelle Aline Monnaie, donc qui va venir digitaliser juste le rendu monnaie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une solution qui est complémentaire au cash, donc il ne vient pas changer fondamentalement l'habitude de consommation. Donc moi je paye avec un billet et le commerçant me rend ma petite monnaie sur mon téléphone mobile. Exactement. Et ça résout en effet ce parcours d'achat. Alors on va revenir sur cette aventure qu'est Aline, mais on s'arrête un peu sur l'actualité. L'actualité des fintech, ce que je dis, c'est foisonnant en Afrique et ailleurs. Qu'est-ce qui retient votre attention? Alors, ces derniers jours, il y a eu le lancement du compte épargne par Klarna, et qui est pour nous un tournant. On a le sentiment qu'il y a un tournant dans l'histoire des fintech en Europe, parce que jusqu'à maintenant, l'histoire c'était assez ami-ami avec les banques. On n'allait pas forcément jusqu'au bout de la démarche. Et on essayait d'être complémentaires. Exactement, exactement. Et aujourd'hui, avec le fait que Klarna lance comme ça un compte, c'est un symbole. Pour moi, en tout cas, c'est un symbole. Ça veut dire qu'on va plus loin. On va maintenant chatouiller les banques. Chatouiller, c'est un mot qu'a utilisé le cofondateur de Lydia, qui est très intéressant. Parce que ça va être au-delà de ça. Ça va être un combat de titans, finalement. On va avoir une guerre, justement, pour les clients et les épargnants. Effectivement. Donc ça, c'est intéressant. C'est un point de bascule. Selon vous, les fintech vont s'affronter à cet univers bancaire de plus en plus? Oui, parce que nous, on est convaincus qu'en fin de compte, c'est ça le vrai projet. Et que, alors pour différentes raisons, beaucoup ne sont pas allés aussi frontalement, et c'est tout à fait logique. Alors, on ne va pas être totalement tout le temps dans la logique d'affrontement. Il y aura des accords, il y aura des partenariats, parce qu'on a besoin de s'appuyer également sur des infrastructures ou sur des compétences qui ont été développées par les banques, bien évidemment. Mais il y a un tel besoin, de telles attentes de la part des consommateurs, de la part des clients, qu'on ne peut pas se limiter, surtout pas quand on a une fintech, à des petites choses, à des petits produits, alors qu'on peut aller plus loin. Ça promet aussi des gros rachats de banques qui vont essayer de se défendre. Autre chose dans l'actualité qui retient votre attention? Oui, Swile. Swile qui est une start-up qui révolutionne en fait, on va dire, les déjeuners en groupe dans le milieu salarial. Aussi le marché des tickets restaurants. Donc là encore, on parle d'habitudes de consommation, mais sur une cible bien spécifique en fait des consommateurs. On est assez sensible à ce sujet parce qu'on travaille aussi sur des nouveaux produits qu'on veut mettre sur le marché africain parce que ces sujets sont vraiment prégnants, sont très importants pour les entreprises qui ont de plus en plus de mal
à fidéliser leurs employés. Donc, clairement, quand on voit une start-up comme Swile qui lève plus de 200 millions, qui est valorisé à plus du milliard, clairement, ça montre qu'il y a de l'intérêt dans un secteur qui était, on va dire, assez traditionnel et qui n'a pas bougé depuis quelques années. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est à quel point, en effet, il y a un nombre d'innovations dans la FinTech incroyable autour de quelque chose qui semblait bête comme chou, c'est-à-dire l'acte de payer. On se dit, bon, voilà, ça existe depuis longtemps, ça fonctionne, plus ou moins, mais bon, il y a des grands acteurs. Et finalement, il y a une innovation incroyable autour de cet univers. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Oui, parce que alors, le monde évolue et je pense que justement un des soucis des acteurs, alors nous on a commencé nos carrières comme consultants en travaillant beaucoup dans le milieu bancaire et j'ai eu la chance de travailler sur un projet notamment au moment où débarquait la DSP2. Et la DSP2, c'est quoi la DSP2 ? Donc la DSP2 c'est une directive européenne qui a eu un impact libérateur vraiment on peut le dire sur le milieu bancaire, financier parce que c'est ce qui permet notamment à toutes ces fintechs d'émerger avec l'obligation, par exemple, pour les banques d'ouvrir leur infrastructure aux fintechs. Donc ça a donné lieu à l'éclosion d'acteurs qui sont comme Lydia ou d'autres encore, qui sont dans l'agrégation de comptes ou des choses comme ça. Donc on l'a vu arriver. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont les grands acteurs ont abordé ce sujet-là comparativement aux fintech. C'est-à-dire que les grands acteurs n'ont pas forcément toujours compris, n'ont pas intégré le besoin des consommateurs en tant que dans l'application, dans le produit. Le produit, pour nous, c'est quelque chose qui fait énormément de différence entre deux acteurs. Vous pouvez avoir deux acteurs qui font exactement la même chose. Mais le côté ludique, le côté intéressant de l'application, la simplicité. L'interface finalement. L'interface, exactement. Et on le voit avec les néobanques. Quand on voit une interface de néobanque sur son téléphone mobile et puis sa banque traditionnelle qui vous envoie encore des courriers papier, vous vous dites il y a deux univers. On va s'intéresser maintenant justement à cette aventure qu'est Aline. Bon, alors vous nous avez expliqué ce que faisait Aline en quelques mots, on va y revenir en détail, mais déjà, pourquoi ce nom, ce prénom ? Alors, comme vous le savez, donc comme on l'a dit, l'histoire d'Aline, le premier produit, celui qui est disponible, il est relatif à la petite monnaie, à la problème de petite monnaie. Et en fait, alors moi, quand j'étais tout petit, depuis tout petit, ma mère a essayé de m'éduquer à la gestion de l'argent. Donc, dès le lundi matin, elle me donnait un billet, donc 500 puis 1000 francs CFA. J'étais dans quel pays ? J'étais en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, effectivement, donc en Afrique de l'Ouest, zone CFA. Et il fallait que je gère cet argent pour m'acheter le goûter, etc. Et il se trouve que comme le problème de monnaie est là depuis longtemps, le matin, le lundi et le mardi, c'est très difficile parce que j'arrive pas à dépenser mon argent parce que les commerçants n'ont pas la petite monnaie pour me la rendre. Et en fait, il y avait une dame très gentille qui, elle, tous les lundis matins ou les mardis, trouvait le moyen de me rendre la petite monnaie et elle s'appelait Aline, donc nous on l'appelait Mémé Aline parce qu'on était tout petits, mais en fait on se rend compte qu'avec l'âge aujourd'hui je me rends compte qu'elle n'était pas si âgée. Donc c'était un hommage à Mémé Aline. Exactement. Bon, c'est une belle histoire. Alors donc, comment est-ce que tout ça a démarré, Aline ? Comment est-ce que finalement ce projet est né ? Alors en fait, Christophe et moi, on se rencontre en 2014 à la fac et depuis lors, on nourrit l'envie de lancer quelque chose qui va apporter plus de liberté aux consommateurs dans nos pays. Et quand on commence à réfléchir, on se rend compte que l'expérience que lui vit en Côte d'Ivoire, je vis quasiment la même expérience au Burkina Faso. Et en discutant avec nos amis qui vivent au Sénégal, au Gabon, au Cameroun, en fait, il y a des problématiques qui sont récurrentes. Et c'est ça une start-up, c'est trouver un problème et essayer de le résoudre. Exactement. Et le problème fondamental qui sortait de façon globale, c'est vraiment l'acte d'achat. C'est-à-dire que le consommateur en Afrique et dans ces zones-là qu'on cible n'est pas le roi, alors qu'on dit que le consommateur est roi. Tu as de l'argent, tu vas pour consommer, mais en fait, l'acte d'achat est frustrant. L'acte d'achat évoque un souvenir qui est douloureux. Et est-ce qu'il y a des achats qui ne se font pas justement à cause de ça, du coup ? Donc c'est aussi un problème pour l'acheteur, mais pour le vendeur, le marchand. Exactement. Il y a une étude qui est sortie en 2003
et qui chiffrait justement, rien que pour la Côte d'Ivoire, ce problème-là, les achats avortés du fait du manque de petite monnaie à 150 milliards de francs CFA par an. Exactement. Et alors, ça, franc CFA, ça fait combien Alors, un en franc euros? Il faudrait faire le calcul. 1 euro, c'est 655 Donc francs. à peu près 300 millions. Voilà, on est dans ces Donc c'est un gros marché. Ouais. Et votre business model, vous, comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Comment est-ce que vous arrivez sur cette petite monnaie à vous insérer? Alors, nous, on pense, on va déjà pour régler un problème. C'est vraiment dans cette optique-là qu'on va. Un problème qui concerne plus de 200 millions de personnes dans la zone CFA, parce qu'on a une grosse quand même zone géographique qui compte 13 pays. Et on se base principalement sur la croissance. Donc, de façon accessoire, on vend des forfaits aux commerçants pour leur permettre de recharger et de pouvoir donner la petite monnaie. C'est-à-dire que quand le commerçant va mettre, je ne sais pas, 50 € pour distribuer de la petite monnaie dans la semaine, vous allez prendre une petite commission? Exactement. Donc c'est un abonnement qui lui permet en fait de recharger et en fonction du montant qu'il souhaite recharger. Donc parce que les besoins diffèrent en fait d'un type de commerce à un autre. Donc on aura un forfait spécifique pour ces personnes. Et de façon plus large, on va dire qu'on mise vraiment sur la croissance. Je pense que c'est super intéressant parce que plus les gens vont utiliser, plus ça sera plus facile de pouvoir monétiser, notamment via de la pub et aussi de la pub locale, parce qu'après vous connaîtrez vos clients et des choses comme ça. Exactement. Donc on imagine plein de choses, bien sûr, comme service autour. C'est une solution qui est 100% mobile, c'est-à-dire que moi, on va voir, il y a une vidéo, je crois, que vous nous avez apportée où on voit justement le produit. Et alors c'est intéressant parce que tout passe par le mobile, c'est-à-dire qu'on me rend la monnaie sur mon mobile et le commerçant utilise aussi son mobile. Donc ça ressemble beaucoup au pass vaccinal, il y a un QR code. C'est exactement le QR code. Ça permet de comprendre comment ça marche. Donc je sors mon téléphone, je monte ça au commerçant et il me scanne. Exactement. Et il me rend la monnaie. D'accord. Après, elle est stockée où cette monnaie? Elle reste sur le téléphone? Elle reste sur le téléphone, effectivement. Donc c'est un wallet un peu? Exactement. Comme dans l'univers des cryptos, on emploie ce terme. Et après, comment est-ce que je la récupère ou que je peux m'en servir chez un autre commerçant? Effectivement, donc, vous allez pouvoir l'utiliser chez d'autres commerçants, donc dans tout le réseau de commerçants qu'on est en train de mettre en place et qui se développe très bien. Et vous allez pouvoir également l'envoyer vers votre mobile money, donc un transfert vers le mobile money qui est un service qui est largement diffusé en Afrique. Donc mon compte en banque en fait, l'équivalent de mon compte en banque. Exactement. Donc à la fin, si j'ai 3,54 € ou 350 francs CFA, je peux les renvoyer sur mon mobile money. Exactement. Et de façon plus large, on a développé vraiment des fonctionnalités qui permettent de mettre en avant le marchand. Donc typiquement la géolocalisation, donc c'est-à-dire que sur la version utilisateur, si l'utilisateur veut aller que dans les commerces où il sait qu'il n'aura pas de problème de monnaie, il a la fonctionnalité commerce qui lui permet de géolocaliser en fait les commerces. Donc ce qui permet de proposer un service de digitalisation pour des marchands qui en fait n'avaient pas la possibilité d'arriver finalement sur le digital et qui leur permet de générer plus d'activité parce que le problème de monnaie devient une force de vente. Bien sûr. Vous faites la pub pour ceux qui sont dans votre réseau. Exactement. Ça fonctionne déjà, ça démarre bien, vous en êtes où? Alors aujourd'hui, on a lancé en 3 mois d'activité, on a pu constituer un réseau de plus de 1000 marchands. Donc, et ça va vite. Ça va très très vite et d'ailleurs... Il n'y a pas besoin de leur faire un grand dessin, ils comprennent tout de suite l'intérêt. Oui, clairement. Au départ d'ailleurs, quand on partait vers eux, les gens nous disaient mais finalement le problème de monnaie profite aux marchands, mais en fait non. Ces gens nous disent je ne veux pas perdre du temps à aller chercher de la monnaie pendant que j'ai d'autres clients qui sont devant mon commerce. Donc c'est vraiment une solution. Et ou perdre de la vente, ou perdre des ventes. Exactement. Donc on a un réseau qui s'étend de jour en jour et on entre dans les pharmacies, dans les restaurants, en tout cas partout où il y a vraiment cette problématique de monnaie. Vous avez une équipe déjà de quelques personnes Tout à fait, on a une équipe de 10 personnes aujourd'hui, principalement sur Abidjan, puisque c'est là-bas qu'on a lancé le produit il y a quelques... C'est quoi? C'est des gens qui vont vendre la solution et puis aussi des développeurs? Comment c'est réparti? Il y a des développeurs, donc effectivement on a une petite équipe de développement sur place et on a principalement une équipe pour aller vendre la solution, des commerciaux, puis une petite équipe sur le digital pour le marketing. Est-ce que c'est difficile à faire cette solution parce que en fait ça a l'air tellement facile pour vous? Est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée? Parce que c'est une idée qui a l'air super, mais du coup est-ce que si demain, je ne sais pas, une grosse banque ou un autre acteur vient, il va vous concurrencer?
Alors, barrière à l'entrée pour des personnes qui ne sont pas, pour des acteurs qui ne sont pas encore sur le marché, il y en a quelques-unes, notamment légales. Et donc, effectivement, c'est un marché qui est encadré. Hein. Dès qu'on est dans de l'argent, ça reste encadré. Après, sur le fait d'attaquer ce problème, nous, on a une réponse assez classique. Ce problème, il dure depuis 30 ans. Et il y a des acteurs qui sont là, qui sont sur le marché. D'ailleurs, on le voit, depuis qu'on a commencé, on a nos éléments de langage qui sont repris par des acteurs, mais sans pour autant venir sur ce créneau-là. Écoutez, nous, on est totalement... on a même envie que les acteurs viennent, parce que notre but, in fine, c'est d'aider les consommateurs. Et c'est pour ça qu'on se bat. Alors, si d'autres acteurs veulent venir sur le marché, bienvenue. Mais on a confiance en notre capacité d'innovation, en notre capacité à développer le produit et à aller plus vite que ses concurrents. Alors je vais poser ma question autrement. Est-ce que ça a été dur de mettre au point ce service et ça a été beaucoup de développement ou finalement ça a été assez rapidement pour vous ? Alors, on va dire moitié-moitié, c'est-à-dire qu'effectivement, penser à ça, derrière, c'est une infrastructure assez importante. La sécurité aussi. La sécurité. Alors, on a l'avantage d'avoir travaillé sur des problématiques assez proches. On a travaillé sur des problématiques bancaires, de système bancaire européen. Donc, on a une vision de ça qui est assez claire. On savait exactement là où il fallait placer les bons éléments pour la sécurité. Ce qu'on a intégré, ce qui était le plus dur au final, c'était de garder la dimension produit, de faire en sorte que notre produit soit agréable. On recherchait l'effet waouh. Et c'est très compliqué d'avoir l'effet waouh quand on met des éléments de sécurité un peu partout. Mais vu les retours des utilisateurs, on a plutôt bien réussi, donc on est content. Bon, on en profite pour lancer un petit message. Vous cherchez de l'argent actuellement pour continuer l'aventure et sa croissance. Donc ceux que ça intéresse, Aline Solutions. On va maintenant s'intéresser à votre parcours à tous les deux en tant qu'entrepreneurs et cette aventure que cela constitue. Alors, Yves, vous l'avez dit, vous êtes rencontrés sur les bancs de la fac en 2014. Exactement. On est à Rennes. Yes. C'est-à-dire que vous qui venez de Burkina et vous qui venez de Côte d'Ivoire, vous êtes rencontrés ici en France. Exactement. Et vous avez lié cette amitié. Exactement. Et c'est ça la magie, c'est ce que nous on adore dans la France, c'est-à-dire que malheureusement encore aujourd'hui les Africains ne se rencontrent pas forcément en Afrique, mais la France c'est un pôle incroyable pour se rencontrer. Et ça c'est une chance unique qu'on a eue, on en est très heureux. Ouais, exactement, pour ajouter, en 2014, on se rend compte, ça bouillonne à l'intérieur, on a l'avantage d'avoir grandi en Afrique avant de venir, donc en fait on est assez conscient des problématiques sur le terrain, on les a vécues, on arrive en France où on apprend le savoir, on apprend aussi le savoir-faire, donc par notre parcours professionnel. Moi, j'ai par la suite embrassé une carrière de banquier d'affaires et par la suite, en fait, de consultant en stratégie et en transformation digitale. Lui, il est parti plus sur des sujets de paiement et on continue toujours d'alimenter la réflexion et l'envie de faire quelque chose qui va impacter le continent. Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sent maintenant cette envie de beaucoup d'entrepreneurs issus d'Afrique ou pas forcément, parfois issus de l'immigration, qui se disent tiens, maintenant il y a un vrai enjeu, un vrai continent qui est en train d'émerger avec des opportunités incroyables. Ça a tout de suite été votre rêve d'entrepreneur de retourner au pays pour faire quelque chose ? Ou bien vous disiez peut-être on aurait pu le faire sur un autre sujet et rester ici en Europe ? Clairement, moi je suis foncièrement convaincu que tout Africain, où qu'il soit, en fait, a envie de voir son continent émerger parce que quand on voit des difficultés que certaines personnes peuvent vivre, on ne peut pas s'empêcher de réfléchir et de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter pour améliorer les conditions de vie des gens. Et en plus, quand on est dans des environnements où on voit des solutions potentielles qui peuvent être adaptées là où on vient, et c'est tout le sens en fait de notre parcours. Et vous sentez que le continent il change vite en ce moment sur ces problématiques entrepreneuriales ? Oui, énormément. C'est un continent extrêmement dynamique, l'Afrique, où il y a toujours eu beaucoup d'intelligence. Ce qui n'était pas présent, c'était l'environnement, le contexte. Aujourd'hui, avec l'idée start-up, c'est pour ça que nous, on adore la start-up, c'est que les start-up ont montré que toute personne peut commencer quelque part avec ce qu'elle a
et devenir une grande entreprise demain. Et ce rêve-là, c'est vraiment quelque chose que les Africains ont embrassé. Nous, on est émerveillés quand on regarde ce que font on pourrait citer énormément, on pourrait passer une journée entière à citer des projets incroyables qui sont faits par des jeunes Africains sur le continent, que ce soit de l'Europe vers l'Afrique ou même en Afrique. Il faut nous envoyer vos amis dans l'émission. Avec grand plaisir. Mais au-delà de ça, comment est-ce que vous pilotez l'entreprise? Vous êtes depuis Paris, vous faites ça depuis Paris, vous allez là-bas, comment ça? C'est facile d'être sur 2 continents, c'est compliqué quand même. Alors c'est là que c'est très intéressant. Tout de suite, on s'est dit, il faut qu'on vienne, même dans notre façon de travailler avec nos équipes, il faut qu'on vienne avec une innovation. Donc tout de suite, tout le monde en télétravail. Donc ça a été vraiment Avant même, on était en plein Covid d'ailleurs quand vous avez lancé Exactement, on était en plein Covid, donc tout de suite on a mis ça en place et aujourd'hui, bien sûr, les équipes se rendent compte, mais l'organisation de télétravail est bien implantée en fait dans les habitudes et aujourd'hui on arrive à piloter, mais bien sûr qu'il faut aussi être sur place de temps en temps, donc on aller voir son client. Exactement. Son client final. Exactement. Et donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous y allez à tour de rôle, ensemble, régulièrement? Ça dépend des situations et des besoins. Là, par exemple, on y va ensemble la semaine prochaine. Mais effectivement, l'habitude, c'est plutôt d'y aller à tour de rôle pour garantir une présence. Et est-ce que vous vous dites, tiens, notre solution, elle pourrait servir aussi sur le marché européen, ou pour l'instant, vous êtes vraiment focus, concentré sur l'Afrique? Pour le moment, on est vraiment concentré sur l'Afrique. C'est là où on estime qu'il y a le besoin et c'est là où aussi on voit les meilleures opportunités. Notamment parce qu'on pense que les autres, en Europe ou en Amérique, peu importe, on ne voit pas suffisamment comment l'Afrique bouge. L'Afrique bouge énormément. L'Afrique a inventé la fintech. Je veux dire, le mobile money, c'est le précurseur de la fintech. Et on ne le regarde pas forcément comme on le devrait d'ici. Et il y a des opportunités incroyables. On pense qu'on a énormément de choses à faire pour un continent qui compte près du milliard de personnes et qui va continuer à se développer. Et alors, un des enjeux pour les startups, et j'imagine pour vous aussi, c'est de recruter les bonnes personnes, les talents. Vous, votre équipe, elle est en Côte d'Ivoire, ça. Il y a beaucoup de talents qui sont en train d'émerger. Vous y arrivez? Il y a assez de ressources humaines ou c'est compliqué aussi? Là aussi, c'est une guerre comme en Europe. D'ailleurs, ça me permet de parler du sujet sur lequel on est en train de travailler. Aujourd'hui, clairement, dans les entreprises africaines, ça devient de plus en plus compliqué de capter en fait les vrais talents. Et les vrais talents, c'est des gens qui sont sur place, qui ont développé des compétences assez poussées grâce au digital, parce qu'aujourd'hui, la connaissance, elle est disponible. Mais c'est aussi des talents de la diaspora qui veulent rentrer. Mais il y a un sujet, c'est comment on capte ces talents et comment on les retient. Comment vous faites alors? Nous, en fait, on a vraiment tout de suite choisi de mettre de l'incentive. Donc, on a tout de suite choisi de mettre de l'incentive. Par exemple, on a lancé au sein de nos équipes une innovation en exclusivité, le ticket restaurant. On l'a testé d'abord avec nos équipes et aujourd'hui, en fait, on est en train de travailler pour pouvoir le finaliser et le proposer en fait au marché local. Oui, c'est une bonne façon de. Ce qui marche pour vous peut marcher pour vos clients. Exactement. Et pour pousser un peu sur ce sujet, la concurrence pour les talents, elle est mondiale aujourd'hui. C'est ça qui est compliqué pour les entreprises africaines. C'est qu'elle est mondiale. On a fait l'expérience. On a un de nos développeurs qui était en Côte d'Ivoire qui travaille aujourd'hui pour une grande chaîne de la distribution dans le sport en France. Donc la concurrence, elle est mondiale et il faut que les entreprises africaines aient aussi les outils pour se défendre et pour pouvoir attirer les talents. On arrive à produire des talents sur place, il faut qu'on arrive à les conserver. On appelle l'émission Business Model aussi pour parler des modèles, des gens, des personnes qui peuvent vous inspirer dans votre parcours d'entrepreneur. Est-ce qu'il y en a? Alors, moi, les gens qui m'inspirent... Effectivement. Les gens qui m'inspirent ne sont pas dans le business. J'ai une admiration pour des entrepreneurs, mais j'ai surtout une admiration pour des gens qui ne sont pas des businessmen. Ouais, moi, alors, une personne qui me fascine, ça va peut-être paraître bizarre, mais une personne qui me fascine, c'est l'abbé Pierre. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on arrive et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'impulser, comment on arrive à se dévouer autant pour les autres. Et sans arrière-pensée. Et ce niveau de dévotion pour les autres, je trouve que c'est quelque chose non seulement de beau, de magnifique, mais c'est quelque chose de formidable et qui, je pense, doit être intégré
et qui, je pense même, est intégré dans la logique des plus grandes entreprises. Je pense que c'est ce qui fait une différence entre un Apple et d'autres qui ne sont pas Apple. C'est vraiment une conviction que j'ai. Donc, j'ai cette fascination pour ces personnes-là. Et vous rejoignez sur l'abbé Pierre? Exactement, je le rejoins parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ce qui fait la différence entre les startups et les entreprises traditionnelles qui ont vraiment du mal à se tourner parce que elles sont vieilles, elles ont des process. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on propose chez Aline, c'est-à-dire que nous, notre focus, c'est les consommateurs, c'est les clients, c'est les utilisateurs finaux, comment ils pensent. Et quand on développe par exemple une fonctionnalité, mais on a hâte de mettre la fonctionnalité entre les mains de nos utilisateurs et c'est l'utilisateur qui est le juge final et c'est totalement, je rejoins totalement Christophe là-dessus. On sent en tout cas votre volonté de satisfaire cet utilisateur et de changer son univers au quotidien. Merci à tous les deux d'avoir partagé cette belle aventure. Longue vie à Aline. Merci. Et puis on espère que vous allez nous raconter la suite dans quelques années. Exactement. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.